Bonsoir à toutes et à tous. Alors la soirée n'a pas encore commencé que la disposition que vous apercevez donne un petit peu le ton. La Méditerranée est un espace d'innovation de tous les possibles. C'est la première fois que nous organisons une conférence de cette façon. C'est une très bonne idée, monsieur l'ambassadeur. Donc merci infiniment, ça nous change un petit peu, ça dépoussière les habitudes. Donc on accueille ça vraiment avec beaucoup de plaisir. Bienvenue à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence. Merci infiniment aussi, monsieur l'ambassadeur Karim Amelal, pour votre présence parmi nous ce soir. Vous êtes un familier du campus, vous êtes un ami du campus Méditerranée-Moyen-Orient. Le campus de Sciences Po à Menton a toujours pu compter sur vous. Vous avez accepté notre invitation et pour cela, au nom des étudiantes, des étudiants du campus et de Sciences Po, je vous remercie infiniment. Je tenais aussi à m'excuser au nom de monsieur Nasser Kamel, secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée, qui était annoncé, vous le saviez, il figurait sur l'affiche que nous avons communiquée. Malheureusement, des rendez-vous de très haut niveau se sont confirmés pour lui auprès de la Commission européenne à Bruxelles, et donc pour défendre au mieux tous les sujets méditerranéens qu'il occupe au quotidien, il a priorisé ces rendez-vous. C'était des dates qu'il attendait depuis vraiment longtemps, et donc il s'excuse beaucoup de ne pas être parmi nous ce soir. Mais je sais que la soirée sera très très intéressante. Donc je remercie beaucoup monsieur l'ambassadeur, délégué interministériel à la Méditerranée, monsieur Karim Amelal, pour sa présence. Et je remercie aussi beaucoup nos deux étudiantes, deux animatrices, modératrices de la soirée, Malak Tata et Inès Ben Galaya, pour leur présence parmi nous. Et je nous souhaite une très belle soirée. Merci encore. Merci beaucoup, monsieur le directeur, mon cher Youssef. Et évidemment très heureux d'être de retour ici dans ce sublime campus à Menton, à Sciences Po, qui est mon alma mater, comme le vôtre, et que nous partageons. Et effectivement, j'aurais adoré faire cette conférence, et ce qui était prévu avec mon cher ami Nasser Kamel, le secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée, qui est un diplomate chevronné, égyptien, qui a été ambassadeur à Paris, à Londres notamment. Et Nasser, malheureusement, est retenu à Bruxelles, comme tu l'as dit, mon cher Youssef, parce qu'il rencontre, et c'est important et intéressant dans notre conversation, la nouvelle commissaire européenne en charge de la Méditerranée, que j'ai rencontrée moi-même d'ailleurs la semaine dernière à Bruxelles, Madame Šuica, qui est Dubravka Šuica, qui est croate, et qui vient d'être nommée, confirmée par le Parlement européen, et pour la première fois en charge de ce périmètre qu'est la Méditerranée, ce qui est extrêmement important, utile pour nous Français, pour nous grands pays méditerranéens, pour l'ensemble de la région, parce que dans le contexte que vous connaissez, qui est celui de la guerre en Ukraine, où tous les regards sont tournés vers l'Est, parce que élargissement, parce que guerre en Ukraine, il était essentiel que la Méditerranée continue d'avoir une existence politique. Et quoi de mieux qu'un périmètre et qu'une commissaire en charge de la Méditerranée pour marquer l'importance que la Commission européenne, que les institutions européennes, que les chefs d'État et de gouvernement, que le Parlement européen accordent à cet espace. Donc c'est vraiment c'est une très bonne nouvelle que cette commissaire existe. C'est une très bonne nouvelle que Nasser Kamel, c'est pour ça qu'il était impossible, on en a discuté ensemble d'ailleurs hier matin, il me disait je suis très emmerdé, j'aurais vraiment adoré venir à Menton, mais ce rendez-vous, il pensait qu'il allait être plus tôt dans la journée, bref, je vous passe les détails. Il est tombé aujourd'hui à un moment qui ne lui permettait pas d'être là, mais c'était extrêmement important que le patron de l'Union pour la Méditerranée, qui est la principale organisation multilatérale réunissant l'ensemble des pays de la Méditerranée, Europe, Afrique du Nord, Proche-Orient, soit présent à ce rendez-vous et puisse échanger avec la nouvelle commissaire et lui faire part de ses priorités politiques s'agissant de l'avenir de l'Union pour la Méditerranée, en particulier à un moment où la France, avec l'Espagne en particulier, avec le Maroc, avec l'Égypte, avec d'autres pays, porte une réforme ambitieuse des outils de coopération en Méditerranée et notamment d'Union pour la Méditerranée. Voilà, cette petite digression pour vous dire que bon, il est désolé, mais que honnêtement, c'est pour la très bonne cause que Nasser Kamel ne soit pas là.
Juste vraiment pour ne pas être trop long, parce que le but c'est qu'on ait une conversation et que vous puissiez poser des questions et qu'on puisse avoir quelque chose de dynamique, un échange aussi dynamique que possible. Juste quelques mots sur ce que je fais, non pas tant sur moi que sur ce que je fais. Donc je suis ambassadeur et délégué interministériel à la Méditerranée. C'est un truc un peu bizarre. Ambassadeur, c'est le titre, ambassadeur de France. Donc je travaille au ministère des Affaires étrangères, évidemment, en tant qu'ambassadeur en charge de notre politique méditerranéenne, de la politique méditerranéenne de la France. Délégué interministériel, vous êtes à Sciences Po et donc à un moment ou un autre dans votre scolarité, tous ces sujets de fonctionnement, de sciences administratives, comme on dit, auront peut-être un peu plus d'intérêt que maintenant pour vous. Délégué interministériel, c'est très pratique parce que ça permet d'avoir une compétence transversale et une capacité à mobiliser les services de l'État sur un objet, la Méditerranée, la politique méditerranéenne de la France, qui est par définition transversale. Parce que quand on parle de politique méditerranéenne de la France, on parle évidemment de politique, on va en parler beaucoup, des crises, des relations bilatérales très compliquées, des quelques éclaircies qu'il y a dans la région, le Liban, la Syrie, le cessez-le-feu et d'autres choses. Pas tant que ça en termes d'éclaircies, mais bon quand même, c'est toujours mieux que l'année dernière. Et puis on parle aussi de grands sujets qui sont en fait très très importants, très structurants et qui sont des sujets transversaux. Le climat, c'est le sujet numéro 1 aujourd'hui en Méditerranée. Dans une région qui se réchauffe beaucoup plus vite, 30% plus vite qu'ailleurs dans le monde, et où nous sommes tous à un moment, et vous à Menton en particulier d'ailleurs, le gars qui m'a conduit, Igor, ici, me disait que la Méditerranée était à 14 degrés, la mer hein, bien sûr, était à 14 degrés aujourd'hui, soit 1 degré de plus que l'année dernière. Cet été à Nice, j'étais à Nice cet été, j'y suis passé, la mer a dépassé les 30 degrés. Avec des conséquences qui sont considérables et dévastatrices sur la biodiversité, sur plein de choses, sur les écosystèmes littoraux et sur nous, évidemment. Moins de jobs, moins de tourisme, en tout cas un autre tourisme, moins d'opportunités économiques, plus de migration demain, etc., etc. Donc le climat, sujet transversal et sujet numéro 1 dans les grands enjeux de la Méditerranée aujourd'hui. Je ne vais pas tous les passer en revue maintenant, mais évidemment les opportunités économiques. La Méditerranée, c'est l'endroit le plus homogène sur le plan culturel. On peut prendre le Maghreb par exemple. Il n'y a pas plus homogène que ces 3 pays qui parlent la même langue, la même religion, etc., etc., etc. Il n'y a pas moins intégré dans le monde que cette petite zone, que ces 3 pays, intégrés sur le plan économique. Frontières fermées avec le Maroc depuis 1994, aucun échange, ou pratiquement aucun échange horizontal. Ce ne sont que des échanges verticaux, nord-sud ou sud-nord. C'est la région du monde, le Maghreb, la moins intégrée sur le plan économique. On peut étendre à l'ensemble de l'Afrique du Nord et du Proche-Orient, où l'intégration est proche de zéro. Ce sont les économies les moins intégrées du monde, alors même que tout unit ou devrait réunir ces pays et ces populations. Langue, culture, espace numérique, etc., etc., etc. Aspiration de la jeunesse, des pays jeunes, enfin bref. Tout ça est bien connu. Mais ça fait partie des grands paradoxes de la Méditerranée et c'est un sujet aujourd'hui qui nous interpelle, qui nous préoccupe, y compris en tant que diplomate. On pourrait parler aussi des enjeux numériques qui sont très importants dans la région et dans le monde d'ailleurs. Mais comment voulez-vous produire de la coopération, avoir un espace stable, réduire ou résoudre un certain nombre de crises, réguler les migrations, donner ou offrir plus d'opportunités aux jeunes, quand sur le plan économique, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de commerce, et il y a des natures des économies qui sont complètement dépendantes, qui sont ultra marquées par la dépendance, qu'a d'ailleurs illustré le Covid, avec des économies, je pense à la Tunisie, je pense au Liban, au Maroc en grande partie, qui sont dépendantes des céréales, par exemple, à 60, 70, 80%. Donc quand la Russie ferme le robinet, en fait les gens meurent de faim malheureusement parce qu'il n'y a plus de pain. Donc c'est la situation de la Méditerranée aujourd'hui, c'est une situation paradoxale, palimpseste, enfin gigantesque foyer culturel, civilisationnel, le berceau du monde, etc., etc. C'est notre espace commun et en même temps c'est un espace qui concentre les crises, les tensions, les guerres, évidemment, qui est la moins intégrée, celle qui se réchauffe le plus vite, où il y a le plus de tourisme de masse épouvantable. 30% des flux maritimes dans le monde passent par les Méditerranées, bref. Donc un espace de contraste, de paradoxe, mais un espace qui nous est cher. C'est pour ça que la France a une politique méditerranéenne importante. C'est pour ça qu'il y a une commissaire à la Méditerranée et c'est pour ça que
bazar-là, dans ce contexte de crise, de tension, de difficultés multiples, eh bien nous essayons de produire plus, c'est ça notre objectif en fait, hein, plus de stabilité sur le plan politique, plus de prospérité sur le plan économique. J'ose pas dire de paix parce qu'on en est encore loin dans la région, mais malgré tout faire en sorte qu'il y ait plus de convergence que de divergence. Voilà en quelques mots de quoi je m'occupe. Pas tout seul, j'ai une équipe avec moi, puis j'ai tous les services du ministère des Affaires étrangères, les opérateurs, l'AFD, Expertise France, etc., qui nous accompagnent dans cette mission, qui est une belle mission, qui est difficile, mais où, et voilà, c'est peut-être une transition vers de premières questions, il y a aujourd'hui une sorte de, pas de basculement, mais peut-être, nous verrons, mais une nouvelle, j'ose pas dire une nouvelle ère, hein, mais une nouvelle donne, une nouvelle configuration, une nouvelle redistribution sur le plan politique, géopolitique, géostratégique, qui est en train de s'opérer, plutôt à l'est, moins à l'ouest et moins au sud, en Afrique du Nord, mais évidemment les évolutions à l'œuvre en Syrie, ce qui vient de se passer au Liban, le cessez-le-feu à Gaza, et tout ce qui se passe depuis ce tragique 7 octobre, eh bien, nous amène à penser, dans un contexte de retour au pouvoir de Trump et de guerre en Ukraine aussi, que la situation dans les semaines et mois qui viennent et années qui viennent ne sera pas tout à fait la même que celle qui a prévalu jusque-là. Voilà. Alors, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. J'ai aujourd'hui l'immense honneur de vous présenter notre intervenant, monsieur Karim Amellal, donc bienvenue parmi nous. Donc, écrivain, haut fonctionnaire, membre de l'administration de l'École d'affaires publiques de Sciences Po, maître de conférences à Sciences Po et entrepreneur. Vous avez été nommé par le président de la République à l'été 2020, comme vous l'avez dit précédemment, ambassadeur et délégué interministériel à la Méditerranée. Vous êtes aussi engagé dans la lutte contre les discriminations et pour l'égalité. Vous avez publié plusieurs ouvrages, notamment Discriminez-moi, Enquête sur nos inégalités, Bleu, blanc, noir, ou encore Pourquoi l'ubérisation est l'ennemi du progrès social et Dernières heures avant l'aurore, votre dernier ouvrage. Vous avez également cofondé le SAM Network, une plateforme universitaire contributive visant à rendre le savoir accessible au plus grand nombre grâce aux ressources numériques, et développer l'organisation citoyenne Civic Fab qui diffuse en ligne des campagnes de sensibilisation contre les discours violents. Donc, en mars 2018, le président de la République Emmanuel Macron vous a confié une mission de réflexion pour lutter plus efficacement contre la haine, le racisme et l'antisémitisme sur Internet. Vous êtes également membre de la commission Mémoire et Vérité, créée par le président Emmanuel Macron, à la suite du rapport que lui a remis l'historien Benjamin Stora sur les mémoires franco-algériennes. Enfin, vous êtes aujourd'hui parmi nous pour échanger sur les thématiques des grands enjeux et défis dans la région Méditerranée-Moyen-Orient. Et nous en sommes ravis. Donc bienvenue parmi nous encore une fois. Merci beaucoup. Donc, pour une première question qu'on aurait à vous poser, serait liée à un pays que vous avez évoqué précédemment, donc la Tunisie. Donc depuis l'adoption de la nouvelle constitution par le président Kais Saied, quelles conséquences observez-vous sur le fonctionnement des institutions démocratiques dans le pays ? Attention, parce que vous posez la question à un diplomate. Donc ne comptez pas sur une réponse totalement honnête. D'autant que c'est enregistré, je pense. Donc faire attention. Bon, donc je vais vous faire une réponse de diplomate. Mais bon, en essayant de vous dire quand même 2-3 trucs un peu plus intéressants. D'abord, on a quand je dis on, c'est évidemment notre pays, c'est la France. On a une relation qui est très très importante avec la Tunisie, ça fait partie de c'est notre vis-à-vis. Bon, ici en particulier, pour le coup, sur la Côte d'Azur, avec d'ailleurs une diaspora tunisienne importante. C'est un pays qui est cher à notre cœur, à notre histoire évidemment, et qui est important dans la région, où nos intérêts sont importants, où notre influence est importante. Donc c'est un pays qui n'est pas anodin pour nous, et un pays important dans notre politique méditerranéenne. Il y a eu, après ce qu'on a appelé le printemps arabe, la révolution de Jasmin, etc., il y a eu une décennie en gros de processus démocratique, de démocratisation, de transition démocratique, qui a vu se succéder un certain nombre de dirigeants qui ont conduit la Tunisie, et ça fait partie des choses que peut-être notre diplomatie n'a pas su suffisamment tôt voir, appréhender, comprendre. Ça a conduit la Tunisie dans une situation économique,
de corruption, de malaise général très importante. Et ça a conduit à l'élection du président Kais Saied, dont je vous rappelle que c'était un outsider complet. C'était quelqu'un qui ne faisait absolument pas partie du système de gouvernement et des gouvernements successifs de la Tunisie. C'était un prof de droit qui était connu parce que très important à la télé, qui avait une certaine influence. Mais enfin, c'était quelqu'un qui venait vraiment de nulle part, qui a fait campagne dans sa vieille bagnole avec sa femme, qui allait dans les cafés, sur les places publiques, et il a été élu par un raz-de-marée. Ça a été vraiment une victoire absolument indiscutable. Et d'ailleurs, ça a illustré aussi la résilience du processus démocratique en Tunisie. Cette présidence, le premier mandat du président, a conduit à revenir sur un certain nombre d'acquis, effectivement, d'acquis en matière d'acquis démocratiques notamment, avec toujours un soutien populaire très important. La dernière élection présidentielle, qui évidemment a été beaucoup moins forte sur le plan de la confiance des gens et a donné lieu à un certain nombre de critiques sur le processus démocratique, a malgré tout vu à nouveau le président Saied être réélu. Ce qui montre bien que malgré toutes les critiques qu'on peut formuler, qui sont parfois tout à fait légitimes, ce président continue d'avoir malgré tout une assise démocratique. Il est évident aujourd'hui, et la France a exprimé son inquiétude, son appréhension, a exprimé un certain nombre de critiques aussi, il est tout à fait évident que la Tunisie aujourd'hui est en train, comme plein d'autres pays, y compris d'ailleurs en Europe, est en train de se refermer, de se replier sur elle-même et de revenir à une période antérieure, avant en tout cas ce processus démocratique. Et ça, c'est quelque chose qui, évidemment, pour nous Français, pour nous Européens, est un sujet de préoccupation. Les institutions européennes, le Parlement européen notamment, ont à plusieurs reprises exprimé leur inquiétude également sur le raidissement autoritaire du régime tunisien, même si, et c'est notre position, nous continuons de soutenir la Tunisie. Nous continuons de soutenir sur le plan économique, sur le plan de l'aide au développement, sur le plan de la coopération, sur le plan de l'assistance macrofinancière, sur le plan de l'assistance technique. Nous continuons et même nous redoublons d'efforts pour soutenir la Tunisie. Parce que pour nous, quelles que soient les critiques que nous pouvons formuler ou que certains peuvent formuler à l'endroit de ce qu'on appelle le pouvoir tunisien, et notamment du président tunisien, la Tunisie, c'est pour ça que j'ai commencé par ça, joue un rôle pivot dans la région, est un partenaire essentiel de la France et de l'Union européenne sur plein de sujets. Alors ça n'aura échappé à personne que c'est un partenaire essentiel de l'Union européenne, notamment sur la question de l'immigration, bien sûr, ce qui a donné lieu d'ailleurs le mot est à la mode, à un deal ces derniers mois et ces dernières années. Il y a un partenariat stratégique que l'Union européenne a conclu avec la Tunisie. Et donc c'est un pays que nous ne pouvons en aucune manière laisser s'enfoncer dans la crise économique, dans le marasme, parce que c'est un pays qui joue un rôle très important compte tenu de nos intérêts. Donc notre position est là, elle est fragile, elle consiste d'une part à exprimer une inquiétude par rapport à ce qui se passe, notamment sur le plan des libertés. Je le dis d'autant plus qu'il n'y a pas très longtemps, c'est un doctorant français qui a été de façon arbitraire arrêté, emprisonné en Tunisie, et dont nous avons obtenu, grâce à des efforts diplomatiques conjoints, la libération. Donc il y a une inquiétude qui s'exprime, et elle est parfaitement légitime, et on l'assume, mais en même temps, nous nous tenons aux côtés du président tunisien, du gouvernement tunisien, du peuple tunisien, pour faire face à des difficultés qui sont des difficultés structurelles sur le plan, notamment sur le plan économique. Merci. Ensuite, je vais passer une question sur Gaza. Donc, malgré le récent cessez-le-feu, la situation humanitaire à Gaza reste critique, évidemment, avec des niveaux élevés de déconstruction et de pauvreté. Quelles actions la communauté internationale devrait-elle entreprendre pour soutenir la reconstruction et le développement économique de la région, selon vous ? Bon, on ne peut pas répondre à cette question, et merci, évidemment, elle est essentielle, sans revenir un peu en arrière et sans, bien sûr, rappeler à la fois l'attaque terroriste du 7 octobre, naturellement, qui a donné lieu à une réponse sécuritaire du gouvernement israélien et de l'État d'Israël, qui répond au droit de se défendre face à une attaque terroriste,
Et dans le même temps, évidemment, et je le dis de façon extrêmement claire, et c'est pas arrêté de le dire d'ailleurs, et la France l'a dit de façon publique par la voix du président de la République à plusieurs reprises, ce qui s'est passé et ce qui continue de se passer à Gaza, et d'ailleurs pas qu'à Gaza, en Cisjordanie aussi, est absolument insupportable et intolérable compte tenu du nombre de victimes civiles. On a dépassé les 50 000 et on sait pertinemment qu'il y en a des milliers et des milliers qui sont sous les décombres. 80% du bâti est détruit à Gaza, 90% de la population de Gaza est déplacée. C'est une situation qui est à tous les niveaux absolument insupportable et inhumaine, et en tout cas contraire à nos valeurs. Et on peut en même temps, c'est le cas de le dire, soutenir Israël dans son droit à se défendre face à des attaques terroristes, et en même temps regretter que le droit humanitaire ne soit pas respecté, que les colons en Cisjordanie se comportent de manière absolument invraisemblable et dévastatrice, et regretter évidemment le nombre terrifiant et injustifiable de victimes civiles. Cela étant dit, on a besoin d'un cessez-le-feu évidemment, et il n'a que trop tardé. La France, avec d'autres, mais bon, la France toute seule ne peut pas faire grand-chose sur ce sujet, n'a pas ménagé ses efforts pour parvenir à un cessez-le-feu depuis, en fait, dès le lendemain du 7 octobre, pour essayer de réduire la tension, d'apaiser les choses, de parvenir à une solution équilibrée, étant entendu que, comme vous le savez, la France a toujours soutenu une solution politique, qui est la solution à 2 États, dont on est encore très loin, mais peut-être qu'on y parviendra. Donc, ce cessez-le-feu obtenu dans une configuration politique internationale très particulière, transition aux États-Unis, alliance objective entre l'administration sortante de Biden et l'administration entrante de Trump, pour faire pression et parvenir à ce que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire ce cessez-le-feu. Ce cessez-le-feu, je ne vais pas rentrer dans les détails, sauf si vous le souhaitez. Il se déploie, comme vous le savez sans doute, en 3 phases. Nous en sommes à la phase 1. La question des otages est tout à fait prioritaire. Elle est aussi prioritaire pour nous. Il y a 33 otages qui doivent être libérés côté israélien. Cette question des otages nous hante. Elle est fondamentale. Elle est fondamentale, évidemment, pour l'opinion publique israélienne. Et c'est un sujet parfaitement légitime. Donc, il est essentiel que ces otages soient libérés. Il y a un compromis très fragile qui a été trouvé, les otages contre la libération de centaines de prisonniers palestiniens. Nous verrons ce qui se passe, et nous sommes très attentifs à ce que ce qui a été négocié par un attelage diplomatique très intéressant. Les Qataris, ça s'est fait au Qatar en particulier, avec évidemment les États-Unis, avec l'Égypte, qui depuis des mois et des mois et des mois sont en train de négocier avec les uns et avec les autres, avec les factions palestiniennes, Hamas en tête, et avec bien sûr les Israéliens. Donc nous sommes très attentifs parce que nous sommes, je le rappelle, c'est important, on dit toujours ah oui la France, nanana, décline, etc. Bon, nous sommes en Europe aujourd'hui, dans l'Union européenne, le seul pays à être membre permanent du Conseil de sécurité. Ça nous donne un poids dans les négociations, dans le jeu international, dans les crises, et celle-là en particulier, qui reste extrêmement important. Donc notre statut de membre permanent du Conseil de sécurité nous oblige et bien sûr nous conduit à jouer un rôle. Ce n'est pas un rôle qui est absolument moteur et considérable, nous sommes tous d'accord là-dessus, mais enfin c'est quand même un rôle. Et donc notre rôle ici, c'est de veiller à ce que le phasage qui a été défini, et en particulier dans cette phase 1, pour la phase 2 et la phase 3, une autre histoire, mais en tout cas soit réussi. Le but, c'est que dans cet intervalle conduisant à la phase 2, c'est-à-dire un cessez-le-feu permanent, c'est-à-dire la paix, évidemment, concrètement, il puisse y avoir des négociations qui se poursuivent, et il y a 1000 sujets qui sont compliqués sur l'acheminement de l'aide humanitaire, Rafah, etc. Beaucoup, et le diable est dans les détails, c'est le moins qu'on puisse dire. Là, pour le coup, c'est plein de diables qui sont dans les détails, et il y en a beaucoup des détails. Donc, nous veillerons à ce que les modalités du cessez-le-feu soient respectées dans cette phase 1, de sorte que nous puissions arriver à cette phase 2 qui conduise, alors là, on est très loin, je ne sais pas où on est d'ailleurs, enfin, quand on est, mais à la phase 3 qui est ce que vous dites, la reconstruction. En fait, la reconstruction, ce n'est pas le sujet principal. Le sujet principal, c'est que les phases préliminaires, et en
particulier le deal initial, le compromis initial, extrêmement fragile, soit respecté et ne donne pas lieu à de nouvelles échauffourées, montées en tension, et que tout ça se passe bien dans un contexte qui est particulièrement inflammable et particulièrement instable. Je note quand même que, et c'est important parce que le cessez-le-feu à Gaza est intervenu après le cessez-le-feu au Liban, dans lequel la France, pour le coup, on le sait peut-être pas assez, ou on le dit peut-être pas assez, a joué un rôle qui est très important, compte tenu des liens que nous avons avec ce pays, compte tenu des liens et des échanges que nous avons avec le Hezbollah, et nous sommes l'un des seuls pays à continuer à parler avec eux, parce que c'est le Liban, et parce que nous avons toujours eu un lien avec eux. Donc nous avons joué un rôle dans ce cessez-le-feu, sans lequel, sans doute, les choses auraient été plus compliquées pour obtenir le cessez-le-feu à Gaza. Donc on est dans un équilibre extrêmement instable, à un moment où tout est possible et tout peut rebasculer. Il faut vraiment veiller à ce que cette phase 1 et cet échange se passent dans les meilleures conditions pour que nous puissions ensuite continuer à libérer des otages et à libérer les otages et qu'ils reviennent chez eux, et que nous puissions asseoir une paix permanente, en tout cas aussi durable que possible. Et sur la reconstruction, en fait, la reconstruction, c'est pas compliqué, il faut de l'argent. Mais l'argent n'est possible que s'il y a une continuité territoriale, s'il y a des espaces sécurisés, s'il y a... en fait, tout commence et tout finit par le politique. S'il y a une solution politique, aussi intermittente ou fragile soit-elle. Nous avons besoin d'une situation politique pour penser à la reconstruction. La reconstruction, les États du Golfe, l'Union européenne, tout le monde prendra sa part. Notez quand même, c'est important, parce que ça fait partie des échanges diplomatiques à venir, que, et peut-être, je ne sais pas si vous aurez une question là-dessus, mais la question de la reconnaissance de l'État palestinien, grande question évidemment très importante. Il y aura, et la France a proposé ça à l'Arabie Saoudite, une conférence sur la Palestine, sur l'État palestinien, en juin prochain, juste après l'UNOC. Ce sera le 15 juin, dans le cadre ce sera à New York, aux Nations Unies. Et donc il y aura une conférence internationale franco-saoudienne sur ces sujets-là. Donc tout va dépendre de là où on en sera sur le cessez-le-feu. Évidemment, si tout se casse la gueule dans les semaines qui viennent, la conférence n'aura pas beaucoup d'intérêt. Mais sur la question de l'État palestinien, qui va faire l'objet d'accords, d'un deal, comme on dit, sans aucun doute, je suis très confiant là-dessus dans les mois qui viennent, peut-être dans les années, j'espère pas, ce qui est en train de se passer est tout à fait essentiel. Et paradoxalement, il y a deux choses qui nous rapprochent de ça. C'est ce qui s'est passé depuis le 7 octobre et la situation politique multiple qui en découle et l'arrivée au pouvoir de Trump. Et derrière, la poursuite des accords de normalisation, l'Arabie Saoudite, etc., etc., etc. Il n'est pas impossible que dans ce contexte-là, la question de l'État palestinien se repose, mais elle est en train de se poser, et en fait elle n'a jamais cessé d'être posée, et elle puisse trouver une réalisation. Mais vous savez, quand on dit, je ne sais pas si vous avez une question sur l'État palestinien, mais quand on parle d'État palestinien, en fait, il ne faut pas parler pour ne rien dire. Un État palestinien, ça suppose une continuité territoriale. Y a-t-il aujourd'hui une continuité territoriale pour les Palestiniens? Il n'y en a aucune. Et aujourd'hui, encore moins qu'avant le 7 octobre. Donc on ne peut pas parler d'État palestinien. Ça suppose une continuité territoriale et ça suppose une autorité politique. Quelle est l'autorité politique aujourd'hui en capacité d'avoir une souveraineté ou de réaliser une souveraineté sur cet État palestinien? Ce sont les deux sujets importants qui sont liés à la question de la reconnaissance de l'État palestinien. Même si évidemment, et tout le monde est d'accord là-dessus, sur le plan symbolique, sur le plan des opinions publiques, tout ça évidemment a un intérêt. Je vous remercie. Du coup, pour rebondir sur vos propos, est-ce que selon vous, l'Europe devrait-elle s'imposer ou a-t-elle un rôle crucial à jouer pour aller au-delà justement du cessez-le-feu et atteindre un accord de paix durable? Bon, aujourd'hui, non. L'Europe, c'est un minus, c'est un lilliputien politique. Et malheureusement, on est incapable d'avoir une position commune sur n'importe lequel des sujets de la région. Incapable. À 27, on a trop
pas des intérêts divergents, mais c'est des traditions, ce sont des histoires, ce sont des cultures divergentes pour parvenir à un accord sur ce point. Et sur ce sujet-là qui est le plus aigu, le plus fort, la crise au Proche-Orient et la question israélo-palestinienne, c'est encore plus difficile. On a toutes les difficultés du monde à nous mettre d'accord sur ces sujets. Donc malheureusement, l'Union européenne n'est pas aujourd'hui armée en capacité d'être un acteur clé dans la résolution de la crise au Proche-Orient, dans la résolution dans la mise en œuvre du cessez-le-feu. En revanche, l'Union européenne, évidemment, va jouer un rôle, et un rôle, je pense, considérable, dans la reconstruction de Gaza. Ça, c'est tout à fait évident. Et sans doute dans la création d'un État palestinien et dans les suites qui seront données au futur État palestinien, évidemment, que nous appelons de nos voeux, comme nous disons, c'est ça la solution à 2 États. La solution à 2 États, c'est un État palestinien aux côtés d'un État israélien, dont la sécurité est garantie, défendue, etc. Donc, l'Union européenne va jouer un rôle, mais un rôle qui est conforme à ce qu'elle est, un géant économique et un nain politique. Et donc, elle jouera un rôle là où elle est attendue, c'est-à-dire sur le plan économique, malheureusement. Je vous remercie. Alors maintenant, on va passer au cas syrien, si vous le voulez bien. La France a émis un nouveau mandat d'arrêt contre Bachar al-Assad pour complicité présumée de crimes de guerre, notamment l'attaque délibérée contre les civils. Comment voyez-vous le rôle de la justice internationale dans la réconciliation et la reconstruction de la Syrie post-Assad ? D'abord, ça fait partie des bonnes nouvelles. Il faut pas être trop pressé, répondre trop précipitamment, mais ça fait partie des petites lueurs d'espoir qui surgissent. Enfin, lueurs d'espoir quand même, cela dit, pas si petites que ça, parce que ça fait des années et des années que la France, de façon d'ailleurs constante, pour le coup, au moins sur ce sujet, soutient la position qui est la chute de la dictature et du régime de Bachar el-Assad. Donc, sur ce point, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle à laquelle, honnêtement, personne, pas grand monde ne s'attendait. C'est quelque chose qui nous a pris par surprise, qui a pris pratiquement tout le monde par surprise. Donc, on se réjouit de cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est la chute du régime de Bachar el-Assad. Et c'est pas l'arrivée au pouvoir du nouveau régime. Pour ça, c'est pas encore une bonne nouvelle. On va voir ce qui se passe. Mais la chute de Bachar el-Assad, c'est une très bonne nouvelle. Et rappelez-vous, enfin, en tout cas, le président Hollande, puis le président Macron ont eu des positions très dures et constantes, ce qui n'a pas été le cas des États-Unis, du reste, au moins sous le mandat de François Hollande, sur la question syrienne. Donc, ça fait partie des lueurs d'espoir et des éclaircies dans la région. Il faut voir maintenant ce qui se passe. Et évidemment que la communauté internationale, l'Europe, la France en particulier, la France, l'Allemagne, ont un rôle à jouer. Notre ministre était à Damas il y a une semaine et demie, 10 jours, quelque chose comme ça, avec sa collègue et son homologue allemande pour rencontrer le nouveau dirigeant de HTC, le nouveau dirigeant syrien, du gouvernement syrien maintenant qui est en place. Ça s'est... Il n'y a pas de bien ou pas bien, ça s'est passé de façon tout à fait constructive. De façon courtoise, de façon constructive. Les rencontres ont été tout à fait bonnes avec les nouveaux dirigeants du pays. Ils donnent un certain nombre de gages et de garanties à la communauté internationale, dont nous sommes un peu les représentants dans ce cadre-là. Bon, il faut voir comment est-ce que tout ça est mis en œuvre. Il y a quand même quelques motifs d'inquiétude. Il ne faut pas se voiler la face. Les nouveaux dirigeants syriens, on connaît leur généalogie, d'où ils viennent. C'est pas quand même nos meilleurs amis. Je veux dire, c'est pas ceux avec qui on partage le plus de valeurs. Bon, les gens changent.
les circonstances font rapidement changer les gens, et c'est toute la beauté en quelque sorte de la politique. Donc il faut quand même garder en tête que ce sont d'anciens djihadistes qui ont joué un rôle tout à fait dévastateur dans le pays et dans la région, et voilà, qui étaient à Idlib et qui n'ont pas fait que de bonnes choses. Bon, donc ça fait partie du passif. Maintenant, il faut voir comment est-ce que les choses s'organisent dans le pays, dans un pays qui est encore travaillé par de multiples influences. Il ne faut pas croire que parce que le régime de Bachar el-Assad est tombé, la Syrie d'avant, avec son intégrité territoriale, est revenue comme si rien ne s'était passé. C'est un pays qui est complètement morcelé. C'est un pays où vous avez l'armée israélienne qui est à 40 km de Damas, où vous avez des Russes qui sont encore dans deux bases très importantes pour eux, où vous avez évidemment les Kurdes et les Turcs qui ont joué un rôle très important dans ce qui s'est passé. Bon, ça fait partie. Vous avez des djihadistes évidemment qui sont absolument dans tout le pays, et en particulier dans le sud et dans le sud-est. Donc c'est un pays qui est morcelé, où il n'y a pas d'intégrité territoriale, où le régime actuel va avoir le plus grand mal à asseoir sa souveraineté. Donc ça fait partie du contexte. Mais dans ce nouveau contexte, bah oui, la France se réjouit de la chute du régime et participera comme elle le pourra à la reconstruction, avec en particulier, et bon, on a toujours gardé un lien très fort avec toutes les oppositions, je dis les parce qu'il y en a beaucoup, turques en particulier à Istanbul, en Turquie, toutes les oppositions au régime de Bachar el-Assad, qui sont en Turquie. Donc nous avons des capacités, des leviers d'action qui sont importantes et qui sont sans doute en Syrie aujourd'hui plus importantes que ceux de nos partenaires européens, c'est sûr, mais même aussi américains. Donc ça nous donne une capacité d'action, une influence tout à fait certaine. C'est parfait, ça me permet de rebondir sur une partie de vos propos. Pour vous, le groupe HTS, dirigé par Abou Mohamed Al-Joulani, présage-t-il un avenir radieux pour la Syrie, ou avons-nous des raisons de nous en méfier? J'ai répondu, donc j'ai rien de oui. ça, voilà. Okay. Avenir radieux, je ne pense pas. Oui. Et des raisons de nous en méfier, il faut être pragmatique, il faut être réaliste, il faut voir qui sont ces gens, il faut voir surtout au-delà des paroles et des garanties, des gages qu'ils donnent à la communauté internationale, sur tous les sujets, hein, le processus le processus politique qui est à l'œuvre, le processus de reconstruction, les droits des minorités, les droits des femmes, etc., sur tous les sujets qui sont importants pour nous, les marqueurs importants, il faut voir ce qu'ils font. Bon, pour l'instant, et d'ailleurs depuis la visite et au train où vont les choses, ça se passe honnêtement plutôt pas mal, ça se passe bien. Ils sont en train de mettre en œuvre, notamment sur le plan du processus politique qu'ils ont lancé, qui est un grand chantier, ils sont en train de mettre en œuvre ce qu'ils disent. Donc franchement, il y a tout lieu à ce stade des opérations, tout en restant bien sûr méfiant, compte tenu du passif, il y a tout lieu de continuer à les accompagner dans ce processus. Ça c'est clair. Je vous remercie. Ce qui est très important avec la Syrie, mais ça fait partie de la redistribution des cartes sur le plan régional. C'est un énorme camouflet pour l'Iran. Et ça fait partie, vous savez, il y a tout ce qu'on appelle l'axe de la résistance, Hamas, Hezbollah, Iran évidemment, Houthi, etc. Donc tout cet arc-là, qui a pris un sérieux coup sur la tête. La Syrie est l'ultime coup de marteau sur la tête de l'Iran évidemment, mais de tout cet axe de la résistance. Après évidemment ce qui s'est passé, mais qu'il faut quand même relativiser s'agissant du Hamas, qui sans doute est encore, pas plus important qu'avant, mais a une capacité d'action encore non négligeable. Donc il y a quand même là quelque chose de très important qui est en train de se passer sur le recul, voire le retrait de l'Iran, de ce qu'on appelle ses proxys, au Liban évidemment, et c'est pour ça que ce qui s'est passé au Liban a été possible. On a trouvé un accord sur un président libanais et aussi sur un cessez-le-feu, parce que le Hezbollah n'est évidemment plus aussi puissant qu'auparavant et plus aussi en capacité d'imposer son jeu. Donc l'Iran évidemment, la Russie aussi. La Russie n'a pas couru au secours du régime de Bachar el-Assad, et la Russie est en train de se retirer, et s'est retirée de Syrie, a même abandonné d'une certaine manière la Syrie.
pour se replier quelque part en Méditerranée. Ça, c'est très important sur le plan stratégique, où on verra. Merci. Donc, notre prochaine question se porte sur la Libye. Donc, les divisions internes actuelles en Libye entre l'Est et l'Ouest, oui, bien sûr, pas de souci. Donc, ainsi que la persistance des milices armées, sont-elles en partie héritées des structures mises en place sous le régime de Kadhafi? Donc, comment son héritage politique et tribal continue-t-il d'influencer la situation actuelle? Stupéfiant. J'étais en Libye il n'y a pas longtemps. C'est extraordinaire de voir à quel point, le meilleur exemple de ça dans la région, toutes les parties prenantes dans ce chaos qu'est la Libye, toutes les parties prenantes ont, comme on dit en sciences politiques, une préférence pour le statu quo. C'est absolument incroyable. Les milices à l'ouest, en Tripolitaine, le régime d'Haftar, des Haftar d'ailleurs, père et fils en Cyrénaïque, la banque centrale qui redistribue à l'est et à l'ouest les dividendes de la rente pétrolière, les services de renseignement, bref, tout le monde a intérêt à ce qu'absolument rien ne bouge. Et donc tout le monde a intérêt à ce que le processus politique qui est à l'œuvre, que la communauté internationale, dont la France est partie prenante et que nous soutenons depuis bien longtemps, n'arrive pas à son terme, en tout cas ne produise aucun effet. S'agissant du processus politique, des élections nationales, du processus d'unification nationale, etc., etc. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un cas d'école en sciences politiques. On est dans une situation où chaque acteur du jeu politique aujourd'hui extrêmement complexe et nébuleux en Libye ne souhaite pas que la situation change. Et donc a un intérêt à ce que le statu quo perdure. Donc nous qui avons longtemps espéré que la Libye recouvre sa pleine intégrité territoriale, que le processus politique aille à son terme, qu'il y ait des élections, réfléchissez à qui pouvait être candidat, etc., qui pourrait être le... Bon, tout ça, honnêtement, est à mettre de côté. Notre objectif aujourd'hui, c'est comment, bien sûr, est-ce que nous pouvons continuer à soutenir le processus politique et ce qui est en cours avec un envoyé, un représentant spécial des Nations Unies, etc., qui fait un travail très difficile. Il y en a eu plein très compliqué. Mais comment est-ce que nous pouvons, j'ose pas dire tirer notre épingle du jeu, mais en tout cas faire en sorte que dans ce pays qui est un trou noir sur plein de sujets, sur le plan migratoire évidemment, sur le plan des trafics d'armes, sur le plan financier, bon bref, c'est un énorme trou noir. Comment est-ce que nous pouvons tirer notre épingle du jeu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et pour le coup en européen, bien faire en sorte que nos intérêts soient préservés et que on ne soit pas dans une situation où la Libye déstabilise à nouveau la région, l'Afrique du Nord, la Tunisie voisine, l'Égypte évidemment aussi, donc tout le monde est très attentif à ça sur le plan externe, et ne nous déstabilise pas aussi davantage, notamment sur la question migratoire qui est encore une fois très importante évidemment, vous le savez, pour les Européens et pour l'Union européenne. Donc c'est vraiment ça qui est l'objectif pour nous. C'est un objectif qui est très modeste. On est très loin et on le souhaite évidemment de tout notre cœur, mais enfin on est très loin d'avoir une Libye réunifiée avec un gouvernement légitime en place parce qu'il y aura eu ou il y aurait eu des élections présidentielles. Honnêtement, on est à des années-lumière de ça, et je pense qu'il ne faut pas s'attendre à ça dans les années qui viennent. En revanche, la Libye aujourd'hui est un acteur d'instabilité, un facteur d'instabilité, et c'est pour ça que c'est important de faire le lien avec la Syrie, parce qu'il y a une question qui se pose pour la Russie aujourd'hui. Où va-t-elle aller? Que va-t-elle faire? La Russie a des intérêts stratégiques majeurs en Afrique et en particulier au Sahel. Vous savez, c'est le vieux rêve de Pierre le Grand, l'accès aux mers chaudes, et évidemment à la Méditerranée. Donc les deux bases de Tartous et de Hmeimim en Syrie sont très importantes pour elle parce que c'était des plateformes logistiques pour Wagner à l'époque, Africa Corps maintenant, pour aller placer ses pions au Sahel, Centrafrique, Niger, Mali, Burkina Faso en particulier. La Libye aujourd'hui, c'est facile pour la Russie parce qu'il y a déjà des accointances avec Haftar en Cyrénaïque, donc à l'est, et ça pourrait parfaitement
On sait que la Russie se pose la question, est-ce qu'elle va être obligée de plier bagage de Syrie? Est-ce qu'elle va pouvoir conserver ses bases? Si elle plie bagage, où va-t-elle se replier? Il n'y a pas 40 000 endroits, il y en a deux. Il y a la Cyrénaïque, donc la Libye de l'Est, et il y a l'Algérie. L'Algérie, c'est plein de raisons peu probables, mais en revanche, la Cyrénaïque, c'est une forte probabilité. Et ça, c'est un élément de déstabilisation supplémentaire tout à fait majeur. Tout à fait majeur. En Afrique du Nord, pour le Maghreb, pour l'Égypte, pour le Sahel, pour l'Afrique subsaharienne, le renforcement de la présence militaire russe en Libye serait, pour le coup, sur le plan régional, une très mauvaise nouvelle. Et donc, ça fait partie des sujets. C'est pour ça que je vous disais, on essaye de tirer notre épingle du jeu. On essaye de voir de quelle manière est-ce qu'on peut freiner, voire empêcher ça. Et c'est un point d'attention tout à fait essentiel. Merci beaucoup. Donc, pour rester en Afrique du Nord, j'aurais une question sur le Sahara occidental. Donc, la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental a été prolongée à plusieurs reprises et bute sur la question de l'éligibilité des votants. Donc, quels sont les principaux obstacles au référendum et comment la communauté internationale peut-elle débloquer cette impasse? D'abord, c'est vraiment vous posez, c'est normal, c'est le jeu, toutes les questions pièges. Bon, même si on a une position qui aujourd'hui est très claire sur le Sahara occidental, on ne peut pas dire le contraire. La France et le président de la République a décidé de faire un mouvement important en faveur de la reconnaissance de la souveraineté. Je dis en faveur de la reconnaissance de la souveraineté. Ça ne veut pas dire qu'il a reconnu, comme Trump avant de partir, la pleine souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Mais un mouvement a été franchi et comme on dit en diplomatie, on a très substantiellement fait évoluer notre langage, qui était sur une position beaucoup plus équilibrée auparavant, indiquant que le plan d'autonomie marocain était une solution parmi d'autres, une solution positive, durable, etc., à la question du Sahara occidental. Le président de la République a décidé, pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir d'ailleurs, c'est important, c'est intéressant dans le contexte actuel, y compris par rapport à l'Algérie d'ailleurs, de faire un mouvement, et donc de faire un mouvement important, très important, je crois même un peu plus important que ce qui était attendu, sur la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. C'est pas en contradiction avec le droit international, puisqu'il n'y a pas de solution qui a été actée. C'est un processus qui est en cours pour la question du référendum, qui vote, etc. C'est un sujet très complexe, mais qui est encore en discussion dans le cadre des Nations Unies. La France a toujours considéré que, indépendamment des positions que nous puissions avoir, l'objectif était de parvenir à un règlement de la question du Sahara occidental dans un cadre multilatéral et dans le cadre des Nations Unies. Et ça reste notre position, quand bien même nous avons évolué sur la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. L'objectif, c'est que nous puissions avoir, dans le cadre des Nations Unies, qui est le seul cadre multilatéral valable sur le plan du droit international, un accord définitif avec toutes les parties sur la question du Sahara occidental. C'est l'objectif ultime, c'est l'objectif de tout le monde. Et vous observerez que ce que la France a fait après d'autres, et notamment après Trump, évidemment, c'est-à-dire les États-Unis, principal acteur du jeu international, n'a pas modifié le cours, la nature des discussions à l'œuvre dans le cadre des Nations Unies qui continuent. D'ailleurs, ils se tapent sur la figure les uns les autres, etc. Bon, de ce point de vue-là, c'est pas que rien n'a changé. Les Marocains sont davantage en position de force, évidemment, mais enfin, les discussions se poursuivent. La France a fait ce choix à la suite d'une crise importante avec le Maroc et parce que le roi du Maroc a déclaré quelque chose de très important dans l'un de ses discours du trône il y a 2 ans maintenant. Nous réexaminerons, plus exactement, les prises de position de nos partenaires, voisins, amis seront examinées à l'aune, dans le prisme d'un seul sujet, le Sahara occidental, qui est un enjeu de souveraineté majeur au Maroc. Vous le savez, c'est un enjeu qui est, qui est lié au sentiment national. Bon, c'est un enjeu fondamental pour le royaume chérifien, pour le roi du Maroc et pour les Marocains.
Donc le roi du Maroc a déclaré ça, et donc évidemment ça nous mettait dans une position extrêmement incommode, inconfortable, où nous avons toujours une position plutôt favorable au Maroc au cours des dernières années, même décennies, mais il était attendu de notre part plus, voire beaucoup plus. Il était attendu que nous fassions, encore une fois, après le geste qu'a fait Trump, qui a été le point de bascule, le tournant, il était attendu que nous ayons une position encore plus favorable. Le président de la République a mis un certain temps à le faire, à peser le pour et le contre, et savait qu'il y aurait des conséquences. On n'est pas déçus du tout, vraiment, on n'est absolument pas déçus de ce point de vue-là. Il y a des conséquences, peut-être qui étaient un peu plus importantes que ce qu'on avait anticipé ou calculé, mais tout ça a été pensé. Et donc le mouvement diplomatique que la France a fait en juillet dernier, en écrivant une lettre au roi du Maroc, puis à travers la visite d'État qui a succédé à ce courrier que nous avons fait avec le président en octobre, fin octobre je crois, a confirmé ce pas en avant en quelque sorte. Mais, et c'est vraiment important, l'objectif final pour tout le monde reste une solution négociée, agréée, conforme au droit international, dans le cadre des Nations Unies, qui est le seul valeur. Alors c'est là où Trump, évidemment, comme pour plein de sujets dans la région, va jouer un rôle important. C'est Trump qui a opéré la bascule, en reconnaissant in extremis, vraiment, en dernières heures de son mandat, la pleine marocanité du Sahara occidental. Et donc c'est lui qui a, en quelque sorte, faussé le jeu. Attention, il a faussé le jeu dans un objectif extrêmement clair, les accords d'Abraham. Le deal était le suivant. On reconnaît la pleine souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental en échange de la normalisation, comme on dit, des relations avec Israël. C'était le deal. Donc, c'est ce que le Maroc a fait, et donc Trump en a tiré les conclusions à travers cette pleine reconnaissance. Trump va poursuivre la logique et la dynamique des accords d'Abraham. Et donc, évidemment, aujourd'hui, les Marocains se sentent en position de force. Est-ce que ça va avoir une implication sur le processus qui est à l'œuvre dans le cadre des Nations Unies? Nous verrons. Mais il est certain qu'aujourd'hui, le Maroc est en position de force sur la question du Sahara occidental, et plus largement d'ailleurs, peut-être qu'on en parlera, sur le continent africain, sur plein de sujets. Mais Trump va indiscutablement a déjà eu et va avoir sans doute une conséquence, une influence sur ce processus. Merci beaucoup. J'aimerais désormais passer au Liban. Donc, avec l'arrivée récente d'un président libanais, quelles sont selon vous les priorités urgentes pour stabiliser le pays politiquement et économiquement, et quel rôle la communauté internationale toujours pourrait-elle jouer pour soutenir ce processus? Bon, alors ça, c'est vraiment la super bonne nouvelle de ces dernières semaines, qui ne serait pas arrivée sans la reconfiguration en cours post-7 octobre. Qui ne serait pas arrivée non plus, sans doute, sûrement même d'ailleurs, sans l'affaiblissement du Hezbollah et de son bras politique au Liban, qui, comme vous savez, joue un rôle plus que structurant depuis longtemps, depuis les accords de Taïf sur le processus politique au Liban. Donc, nous avons, et la France a beaucoup œuvré énergiquement à cette solution, nous avons aujourd'hui une solution politique au Liban, qui est conforme aux intérêts des Libanais. Donc ça fait 2 ans quand même que le Liban est étêté, qu'il n'y a pas de dirigeant, Il y a un Premier ministre qui est en sursis, en intérim, et qui gère les affaires courantes, c'est-à-dire ne gère pas grand-chose. Dans un pays qui est en pleine déliquescence. On n'est pas loin du failed state pour le coup. C'est avec des problématiques économiques, de réfugiés, de guerre au sud. Bon, c'est un tout petit pays. Donc, l'arrivée d'un président de la République, Joseph Aoun, et d'un Premier ministre, qui est quelqu'un de très bien, qui est un réformiste, qui est l'ancien président de la CIJ, qui est quelqu'un qui est très très reconnu par la communauté internationale, par l'Arabie Saoudite, en Europe, par les États-Unis, donc qui vraiment a une aura tout à fait prometteuse. C'est une excellente nouvelle pour tout le monde, et pour nous en particulier, puisqu'on a un lien qui est très fort avec le Liban et on a beaucoup œuvré pour ça. Donc c'était la condition sine qua non
pour que les choses s'améliorent un peu au Liban sur tous les plans. Sur le plan économique, il y a des réformes gigantesques qui sont en cours, sur le plan de la gestion des réfugiés, sur le plan du cessez-le-feu évidemment au sud, et ça fait partie des sujets clés aujourd'hui au Liban. Mais tout ça ne pouvait pas être réglé sans une gouvernance légitime et par ailleurs de qualité, ce qui est important. Donc là, on a un président qui est bien, bon, mais c'est pas le président qui décide, enfin c'est pas le président qui gouverne, c'est pas le président qui a les clés du pouvoir, qui a le plus de pouvoir dans le système politique libanais, c'est le Premier ministre. Et donc le Premier ministre est vraiment quelqu'un de bien. Donc il y a tout lieu de se réjouir de ce qui est en cours et puis d'être optimiste sur ce qui va se passer au Liban. Il y a un gouvernement qui est en constitution, qui est en train d'être constitué en ce moment. On verra qui le compose. Je pense qu'il y aura des gens, il aura une orientation réformatrice très importante. La communauté internationale, évidemment, a joué un rôle dans le cessez-le-feu, dans la désignation d'un président de la République et d'un Premier ministre. Les acteurs régionaux, Arabie Saoudite en tête, jouent un rôle tout à fait important sur ce plan-là. Donc tout le monde va soutenir, et tout le monde va soutenir, y compris sur le plan financier. Mais personne ne pouvait soutenir, ni les États-Unis, ni l'Arabie Saoudite, tant qu'il n'y avait pas un président de la République et un Premier ministre parfaitement légitime. Donc vraiment, c'est une très bonne nouvelle pour les Libanais, c'est une très bonne nouvelle pour le Liban, c'est une bonne nouvelle pour l'équilibre régional. Le Liban va revenir dans le jeu politique méditerranéen, euro-méditerranéen, et vraiment, nous sommes de ce point de vue-là, enfin c'est une victoire collective évidemment, mais c'est vraiment une bonne nouvelle aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc je pense qu'on a le temps seulement pour une dernière question avant de passer le micro à la salle. Mais du coup, la dernière question serait, donc selon vous, est-ce que la normalisation des relations entre Israël et certains pays arabes pourrait exacerber les rivalités entre l'Algérie et le Maroc et de manière un peu plus générale entre les pays arabes? Est-ce que l'unité du monde arabe pourrait être encore plus fragilisée? La normalisation a eu lieu avec le Maroc. Donc, et ça explique en très grande partie l'exacerbation des tensions avec le Maroc. Pour l'Algérie, vraiment le fait que le Maroc ait normalisé ses relations avec Israël, c'est un point dans le mindset national, stratégique algérien, c'est un point très très important. Pour l'Algérie, du point de vue algérien, des décideurs algériens, Israël est aux portes du pays. Parce qu'il y a eu la normalisation. C'est comme ça qu'ils perçoivent ça. Donc la montée en tension entre l'Algérie et le Maroc s'explique en très très grande partie par ça. Pas plus, mais au moins au même niveau que la question du Sahara occidental, dont honnêtement l'Algérie, c'est pas qu'elle s'en fiche du tout, mais pour les Algériens, c'est pas un cas de conscience nationale, ça n'a rien à voir avec les Algériens, le Sahara occidental, c'est loin, c'est pas le sujet majeur de préoccupation, contrairement aux Marocains bien sûr. Mais vraiment pour le régime algérien, pour le pouvoir algérien, sur le plan stratégique, la question des frontières est fondamentale. L'Algérie est aujourd'hui dans une situation difficile et assez isolée sur le plan diplomatique et sur le plan stratégique, puisque toute son arrière-cour, tous ses voisins, toutes ses frontières, et ces frontières c'est le pays, sont menacées. Donc le Maroc, parce qu'il y a eu la normalisation, après est-ce que c'est une réalité ou pas, à chacun de voir, c'est pas le sujet, c'est la perception par le pouvoir algérien. Le Mali, ça va très mal. Le Niger, ça va très mal. La Mauritanie, ça va pas très bien. Pourtant, la Mauritanie, vraiment, pour se fâcher avec la Mauritanie, il faut se lever de bonheur. Ça va pas très bien. La Tunisie, bon, est sous emprise et sous perfusion en grande partie de l'Algérie. La Libye, et la question des frontières, bon, c'est une passoire. Donc, la question des frontières, aujourd'hui, c'est vraiment un sujet d'intérêt stratégique majeur pour l'Algérie, et la situation n'est pas bonne du tout. Et l'Algérie est très isolée sur le plan diplomatique, contrairement au Maroc d'ailleurs. C'est pour ça que je vous disais qu'il était plutôt en position de force sur le continent. Donc bien sûr que la normalisation du Maroc avec Israël a joué un rôle et continuera de jouer un rôle. Attention cependant, l'Algérie au sein de la Ligue arabe et dans le monde arabe est isolée en réalité. La tendance, le barycentre est plutôt en faveur de la normalisation, très très largement en réalité. Le consensus est plutôt celui-là.
l'Égypte a normalisé évidemment, le traité de paix de 79, la Jordanie évidemment. La normalisation, les accords d'Abraham, ou ce qu'on appelle accords d'Abraham avec les Émirats, avec Bahreïn, avec le Maroc, avec le Soudan, même si c'est très compliqué, a été dans ce sens-là. Donc les grands acteurs régionaux arabes aujourd'hui ont normalisé leurs relations. Égypte en tête. Là, le prochain évidemment sur la liste, c'est un seul qui est le géant régional, c'est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite était à la veille du 7 octobre, MBS était en train pratiquement d'annoncer à la télévision qu'il allait normaliser ses relations avec Israël. En échange de quoi? De toute la question de qu'est-ce qu'il obtient en échange. Bon, tout le monde sait évidemment que l'objectif de Trump numéro 1 dans la région après le cessez-le-feu, c'est la normalisation des relations entre l'Arabie Saoudite et Israël. Donc ça, honnêtement, ça va se faire. C'est une question de temps, ça va se faire. Qu'est-ce que les Saoudiens vont exiger en retour? Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur la reconnaissance de l'État palestinien, qui est un sujet important, bien sûr, pour les Saoudiens? En quoi vont-ils participer à la reconstruction de Gaza? Bon, ça va être dans le deal. Mais le prochain sur la liste à normaliser ses relations, ça va être l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est pas rien, c'est non seulement le géant régional, membre du G20, etc., mais c'est le gardien des lieux saints de l'islam. Donc sur le plan symbolique et sur le plan politique, ce que fait l'Arabie Saoudite au sein de la Ligue arabe a un rôle, évidemment, une influence qui est tout à fait essentielle. Et donc ça entraînera nécessairement quelque chose, ça relancera la dynamique. Donc le front du refus, Algérie, Tunisie, bon, Liban, évidemment, bon, va vaciller sans doute. Et aujourd'hui, ce sont des pays qui sont au sein de la Ligue arabe, encore une fois. Je parle bien, attention, je parle bien des pouvoirs en place, je parle bien des États, de ceux qui les dirigent. Je ne parle pas des opinions publiques, c'est autre chose. Mais dans ces pays-là, ce sont les États, ce sont les dirigeants de ces États qui impriment leur marque, qui font la politique et qui font les positions de leur pays. Donc, évidemment, on est obligé de prendre ça en compte. Donc, sans doute à rebours de leurs opinions publiques, la tendance va sans doute être à une normalisation encore plus accrue et à un isolement encore plus fort des pays du front du refus qui, à un moment ou un autre, je pense, dans les prochaines années, seront eux aussi obligés de bouger sur ce sujet. Merci beaucoup. Alors, juste comme on a encore 2 petites minutes, j'aimerais vous poser une question parce que vous avez évoqué la migration et il y a une question qui me paraît intéressante. Ça serait comment améliorer la coordination entre les politiques migratoires européennes et les besoins des pays méditerranéens, avec votre poste. Je me dis que peut-être vous auriez une réponse intéressante. Heureusement, et Dieu merci, je ne m'occupe pas de migration. Mais bon, on est obligé évidemment d'inclure ça dans l'analyse, parce que c'est le sujet de préoccupation numéro 1, il ne faut pas se voiler la face des Européens aujourd'hui. Les institutions européennes, le Parlement européen, la Commission sont beaucoup plus à droite qu'auparavant, la dernière mandature, et donc la question migratoire c'est numéro 1. Et donc comment est-ce qu'on fait pour réguler l'immigration en provenance des pays d'Afrique du Nord notamment et des pays d'Afrique subsaharienne. Alors est-ce qu'on fait des deals comme avec la Tunisie, voilà, de l'aide macrofinancière contre de la rétention en gros d'immigrés et de la sécurisation enfin, en tout cas les empêcher de partir. Qu'est-ce qu'on fait avec des pays comme la Libye justement? Il y a plein de solutions qui sont à l'œuvre pour contenir ces flux migratoires. En parallèle de ça, et c'est l'orientation politique majeure de la Commission européenne aujourd'hui, de la présidente de la Commission et des États membres, évidemment. Et ce sont les États membres qui font la politique européenne. Donc les États membres, Italie en tête, bien sûr, le sujet numéro 1, c'est stop migration. En parallèle de ça, il faut essayer autant que possible, c'est là où on peut avoir un rôle à jouer, essayer de promouvoir ce qu'on appelle un agenda positif, c'est-à-dire OK pour l'endiguement des flux migratoires et faire en sorte qu'ils soient moins importants et que ça se passe mieux possible. Il y a une réforme très importante sur le droit d'asile qui est en cours. Tout ça est en chantier, mais il faut aussi qu'on ait un agenda positif, c'est-à-dire qu'on parle de migration et de mobilité de façon plus positive.
Bon, on est très loin du compte. Sans parler des flux, des flux nord-sud, il y a zéro mobilité sud-sud. En fait, c'est la région, là encore, du monde où la mobilité est la plus ascendante. Elle est totalement, uniquement verticale. Comment est-ce qu'on fait pour réorganiser ces flux et dans un contexte, mais ça dépasse évidemment, parce que on a les yeux rivés sur l'immigration, alors c'est quand même le grand paradoxe du sujet, c'est qu'on a besoin de migration plus que jamais dans notre histoire. La décision Wir-schaffen das d'Angela Merkel en 2015 ne s'explique que par des considérations économiques liées au vieillissement, au déclin démographique en Allemagne. L'Allemagne a besoin d'immigrés. L'Italie a besoin d'immigrés. Ce sont d'ailleurs les deux pays d'Europe de l'Ouest qui ont le plus besoin d'immigrés. Les Pays-Bas ont besoin d'immigrés. Nous avons besoin d'immigrés un peu moins que les autres parce que, vous savez, on a un seuil de renouvellement démographique là qui nous permet d'attendre un peu, mais enfin, on va avoir besoin d'immigrés. Donc tout le monde, toute l'Europe vieillissante a besoin d'immigrés pour nourrir sa croissance, pour payer les retraites, etc., etc. Sans quoi nos systèmes sociaux s'effondrent. Sauf que nous disons évidemment le contraire. Nous disons nous ne voulons pas d'immigrés pour des raisons politiques, de déclin d'affaiblissement de l'identité nationale, etc., parce que c'est un agenda de droite et d'extrême droite souvent qui est à l'œuvre. Donc comment est-ce que nous allons vraiment à long terme solutionner cette équation? On a besoin d'immigrés absolument, vraiment, absolument, mais on n'en veut pas. C'est quand même le grand problème auquel nous sommes confrontés. Il n'y a pas de bonne solution. C'est juste qu'à un moment donné, il faudra faire sans aucun doute ce qu'Angela Merkel a fait avec une certaine forme de lucidité et de courage. Et j'observe d'ailleurs, et tout le monde observe, qu'en Allemagne, ça se passe plutôt bien en réalité. 1 million d'immigrés syriens notamment, et ça se passe très très bien. L'intégration se passe extrêmement bien. Donc voilà, il faut mettre sous la table les vieux démons et bien comprendre que notre Europe, si elle veut se redresser, si elle veut peser, si elle veut être créative, innovante, va avoir encore et encore et encore plus besoin d'immigration. Et cette immigration, elle vient d'Afrique du Nord, elle vient d'Afrique subsaharienne, elle vient du Proche-Orient, elle vient de partout. Donc la vision court-termiste des deals pour endiguer les flux, ok, ça répond à des préoccupations de politique intérieure souvent assez claires, mais ça ne réglera en aucune manière les problèmes de notre vieille Europe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc on va passer le micro à la salle. Merci. Désolé de faire des réponses parfois un peu diplomatiques, mais je suis aujourd'hui dans un rôle qui m'empêche de dire complètement ce que je pense de certains sujets. Est-ce qu'on peut prendre des questions? Bien sûr, là c'est le moment pour vous de poser des questions, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup pour vos propos. C'est vraiment très intéressant pour nous d'avoir certains éclaircissements. Pour commencer ma question, je vais me baser sur les propos de l'ex-ministre Dominique de Villepin qui s'est livré à Mediapart ce mois-ci. Et donc ça concerne le conflit au Proche-Orient. Selon lui, ce n'est pas en continuant la guerre dans l'objectif de neutraliser le Hamas que le conflit va s'apaiser, étant donné que c'est un groupe terroriste quasi impossible à annihiler. Pensez-vous que la France doit continuer sa position médiatrice ou qu'elle doit définitivement établir une rupture, par exemple en faisant pression à l'échelle européenne en faveur d'une solution politique et civile précise, en favorisant la réémergence par exemple de l'autorité palestinienne et d'un embryon d'État-providence en Palestine au détriment du Hamas? Je vous remercie. C'est ce que nous essayons de faire, et vous avez raison, Dominique de Villepin a raison, mais c'est la position de la France depuis longtemps, qui est une position d'équilibre. Alors, je sais bien que parfois, il y a de légères inflexions, disons-le comme ça, mais enfin, la position de la France, c'est une position d'équilibre, la solution à 2 États, nous soutenons évidemment Israël, qui est notre allié dans la région, la question des otages, et dans le même temps, un chemin vers la reconnaissance de l'État palestinien et la défense du droit humanitaire. Sur le cadre général, la position que nous défendons depuis très longtemps, en fait, est toujours la même. Même si elle peut parfois varier un peu en fonction d'autres considérations. Mais sur le fond, c'est toujours ça. Et pour le coup,
il n'y a pas d'inflexion. Après, vous avez raison, mais c'est la question de l'État palestinien. C'est quelle autorité va émerger, qui sera en capacité de diriger le futur État palestinien que tout le monde appelle, que la communauté internationale appelle de ses voeux. Évidemment que ça ne peut pas être le Hamas, qui est de ce point de vue-là disqualifié. En même temps, il faut être évidemment lucide sur le fait que c'est un acteur palestinien majeur dans le jeu politique et dans ce qu'on appelle le jeu des factions palestiniennes. C'est un acteur majeur et on le voit bien, il y a un certain nombre de sondages qui circulent, mais qui sont à prendre avec des pincettes sur des sondages qui auraient été faits auprès de la population de Gaza, qui montrent qu'en réalité, le Hamas est redevenu, s'est relégitimé aux yeux de la population de Gaza. On peut parfaitement comprendre pourquoi, parce que c'est l'acteur de la résistance qui a mené la résistance, mais c'est intéressant de voir que en fait, le Hamas, pour les Palestiniens, c'est pas du tout disqualifié, et qu'il reste un acteur majeur, et qu'il faudra composer avec lui. Et la lucidité, le pragmatisme, le réalisme, tout ce que vous voulez, nous oblige à reconnaître cette donnée élémentaire. Ça ne nous plaît pas, peut-être, ça ne nous fait pas plaisir, évidemment, mais enfin, ça reste un acteur palestinien tout à fait majeur. Ça n'est pas le seul. Il y a l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne n'a pas disparu. Elle est là, elle est très affaiblie, elle est ultra vieillissante, elle est tout ce que vous voulez, elle est corrompue, disent certains, etc. Mais enfin, elle est là. L'autorité palestinienne est aujourd'hui l'autorité légitime et l'autorité reconnue par la communauté internationale. Donc ça fait partie, là encore, des équations. C'est pour ça que, et nous, on est très modestes là-dedans, nous encourageons, disons-le comme ça, et nous pouvons accompagner un processus politique intra-palestinien. Il faut qu'il y ait, en particulier dans la perspective d'un État palestinien, une nouvelle forme d'autorité, une nouvelle forme de processus politique qui surgissent d'une guerre des factions qui est aujourd'hui très très importante. Mais ce n'est pas à nous de mener ce travail. On n'a aucune légitimité pour faire ça. On peut accompagner, on peut peut-être organiser une conférence à Paris comme on l'a fait à certaines occasions par le passé. On peut encourager les Égyptiens, les Qataris, etc. à le faire. Et c'est à eux de le faire, c'est à la Ligue arabe de le faire, d'accompagner ce processus. Mais honnêtement, c'est pas à nous de dire aux Palestiniens, ça c'est absurde. Les gars, ok, donc le Hamas, ciao, on veut pas de vous, vous êtes disqualifiés, vous ça va, vous au moyen, vous êtes corrompus. Non, c'est un travail que les Palestiniens doivent faire. C'est un travail qui est difficile à faire parce que beaucoup de leurs figures politiques, je pense qu'à Barghouti par exemple, beaucoup de leurs figures politiques importantes sont en prison. Ça fait partie des enjeux. Voilà, et tout ça obère la perspective d'un État palestinien. C'est très important. En fait, le processus politique à l'œuvre entre les factions palestiniennes, au sein de l'entité palestinienne, est en fait aujourd'hui plus importante que la question de l'État palestinien, ou de la reconnaissance de l'État palestinien, parce que c'est la condition de l'État palestinien. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de continuité territoriale, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de souveraineté, et il n'y a pas d'autorité en capacité de. Donc c'est une question tout à fait essentielle. Et donc nous, comme la communauté internationale, enfin en tout cas nous, la France, on soutient évidemment ce type de processus qui est à l'œuvre, parce qu'il y a des réunions. Les Algériens d'ailleurs l'ont fait il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était l'année dernière. Ils ont réuni toutes les factions palestiniennes parce qu'ils ont une influence évidemment. Front du refus, donc ils ont une cote d'amour, si je puis dire, auprès des Palestiniens qui est très importante. C'est un acteur qui est en capacité de faire ce travail, qui a essayé, ça n'a pas marché, c'est très compliqué. D'autres peuvent le faire. L'Égypte qui mène la Ligue arabe, peut-être demain, allez savoir l'Arabie saoudite, ça fait partie des acteurs qui peuvent accompagner ce processus. Bonjour. J'aimerais d'abord vous remercier pour votre venue. J'aimerais vous poser une question par rapport à un enjeu qui est commun des deux côtés de la Méditerranée, c'est-à-dire le terrorisme. Pensez-vous qu'aujourd'hui il y a une réelle pertinence du droit de la légitime défense dans la guerre irrégulière par le moyen du terrorisme, dans le sens où certains pays abritent des terroristes, mais ne sont pas ces organisations terroristes, et donc ne devraient peut-être pas payer le prix de leurs crimes? Oui, vous pensez à qui? Je pensais notamment, par exemple, en septembre 2001, l'Afghanistan qui abritait Al-Qaïda, mais n'était pas Al-Qaïda. Oui. Oui, après,
dans l'agenda international, dans le jeu, dans ce qui se passe, notamment recomposition au Proche-Orient. Bon, la question du terrorisme reste importante, mais n'est plus la plus importante. On est loin de l'axe du mal, de la guerre totale contre le terrorisme, de la période Bush-Fils et des conséquences du 11 septembre. C'est un sujet important, c'est un sujet qui est traité, c'est un sujet de préoccupation pour tous les grands États, c'est un sujet de préoccupation aujourd'hui en Syrie pour la France. C'est très important. Donc après, ça doit se régler, enfin en tout cas ça doit se traiter dans le cadre de processus politiques qui sont extrêmement fragiles. L'exemple de la Syrie est très bon. Il y a un certain nombre, et notamment avec nos amis et partenaires kurdes, il y a un certain nombre de djihadistes, d'enfants de djihadistes qui constituent aujourd'hui pour nous un enjeu de sécurité majeur. Bon, ça doit se faire en discussion, ça fait partie des discussions d'ailleurs que nous avons avec les autorités, futures autorités, actuelles autorités en cours de légitimation de la Syrie. Mais c'est plus le sujet qui guide, qui oriente, qui structure les relations internationales comme ça l'a été par le passé. J'ajoute que sur l'Iran et sur l'Afghanistan, là encore, c'est pas les sujets qui sont les plus structurants dans les relations que nous avons avec ces pays-là, même si ça reste quelque chose de très important. Mais on est beaucoup, parce qu'on se protège mieux, parce qu'on détecte mieux, parce qu'on a des outils qui fonctionnent mieux, parce qu'on a des services de renseignement qui ont tiré les leçons du passé, parce que, etc. Mais on est moins confronté à cette menace-là en Europe. Cette menace-là qui peut ressurgir. J'ajoute que c'est un point d'attention important pour nos services de renseignement, la DGSE en particulier. Ce qui se passe à Gaza est un élément central, puisque tout le monde sait, nous le savons, que évidemment nous sommes en train, collectivement d'ailleurs, de fabriquer de nouveaux monstres, évidemment. Et que les enfants de la terreur à Gaza, les enfants des massacres, vont à un moment ou à un autre s'engager dans des trajectoires de violence, s'ils ne le sont pas déjà. C'est comme ça que le Hamas, d'ailleurs, sans doute, reconstitue ses pertes. Et à un moment donné, pour Israël, évidemment, au premier chef, mais pour nous autres pays du monde et du bloc occidental, la question va se poser, évidemment. Nous sommes en train, vraiment collectivement, de produire, de faire naître des monstres qui, demain, sans doute, commettront des actes terroristes anti-occidentaux, anti-israéliens, sous bannière de la cause palestinienne, mais en tout cas, ressurgiront. Donc c'est un point d'intérêt qui a disparu, qui est moins prioritaire dans notre agenda international, mais c'est un enjeu qui ne disparaîtra jamais et qui est en train de se reproduire à la faveur de ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas si j'ai complètement répondu à votre question, mais oui, c'est légitime. Bien sûr que c'est légitime. Évidemment que c'est légitime. Non, et c'est légitime de vouloir lutter contre le terrorisme. Notre intérêt national est de tout faire pour que pas un seul acte terroriste se produise chez nous. Et pour que toute forme de menace terroriste soit anéantie d'où qu'elle vienne. Que cette menace terroriste vienne d'Iran, de Libye, des territoires palestiniens ou de Syrie. C'est extrêmement clair. Et là, c'est l'intérêt national d'absolument tous les pays et tous les États dans le monde. Donc nous ferons toujours, en respectant évidemment autant que nous pouvons les normes internationales, nous ferons toujours tout ce que nous pouvons pour amoindrir cette menace qui ne disparaîtra jamais vraiment. C'est la zone grise dans laquelle opèrent les services de renseignement du monde entier. Et je vous parlais de la Syrie aujourd'hui, c'est évidemment un cas d'école, pour que cette menace, hier c'était l'Afghanistan, ça a pu être d'autres pays, la Libye par exemple, pour que cette menace soit la moins possible. Mais si vous me posez pour nous, État démocratique moderne, la question de la légitimité de la lutte contre le terrorisme par tous les moyens conformes évidemment à nos valeurs et au droit international, la réponse est 1000 fois oui, évidemment. Et il faut pour ça qu'on se dote d'outils de droit international qui nous permettent d'agir efficacement et légitimement, d'outils qui fonctionnent, de coopération. La coopération sécuritaire est fondamentale. Je pense, je ne suis pas honnêtement
c'est pas mes sujets, mais les discussions qui sont en cours avec les nouvelles autorités syriennes comportent sans aucun doute une vaste dimension de sécuritaire. Qu'est-ce qu'on fait des djihadistes, des enfants de djihadistes, etc., qui sont en Syrie aujourd'hui? Ça, c'est très important. Et bien sûr que pour nous, c'est un point d'attention tout à fait essentiel. Bonsoir. Pour ma part, ma question portera sur l'Union européenne, et je reviendrai peut-être sur la question, enfin peut-être en partie, en tout cas sur la question qui vous a été posée par mon camarade Raphaël il y a quelques instants, et sur une affirmation que vous avez tenue: l'Union européenne n'est pas un acteur important, ou du moins clé, dans la résolution du conflit et des conflits au Moyen-Orient, sur le plan politique. Mais dans ce cas, qui? Je vous avoue avoir été un peu surpris par une telle fermeté dans votre positionnement. Surtout assez ironiquement, il y a quelques semaines encore, Jean-Pierre Philu, grand spécialiste de la question palestinienne, se tenait exactement à votre place et affirmait, comme la plupart des spécialistes du Moyen-Orient et de toutes les personnes qui s'intéressent à ce conflit, que le seul acteur pouvant permettre la résolution d'un conflit en Palestine était justement l'Europe. Une autre question que cela entraîne, et que j'aimerais vous poser, c'est: n'est-ce pas se débarrasser d'un poids, peut-être d'un mal, pourtant à l'origine créé par les États membres de l'Union européenne? Je pense très particulièrement à la France, notre pays, et aux Britanniques, et au mandat français et britannique dans la zone. On peut penser au mandat français et britannique en Irak, en Palestine. Donc voilà, pour résumer, est-ce que ce ne serait pas se débarrasser d'un mal dont on est peut-être à l'origine et limiter l'impact qu'on devrait pourtant avoir et la responsabilité qu'on doit tenir face à ces peuples-là, puisqu'on est finalement un peu responsable de ce qui se passe? Vous avez raison. Alors, on adorerait, notre président en particulier, je pense, mais pas le seul, on adorerait que l'Union européenne, que les Européens collectivement, soient en capacité de jouer un rôle dans la résolution des conflits, et en particulier dans ce qui se passe dans la guerre à Gaza et dans le conflit israélo-palestinien. On adorerait. C'est toute la réflexion qui est en cours sur, notamment, pas que, mais notamment, l'autonomie stratégique. Dotons l'Union européenne des moyens d'action sur le plan stratégique, militaire, sécuritaire et politique. On adorerait ça. Mais force est de constater, et c'est une réalité absolument indiscutable, force est de constater, et depuis d'ailleurs très longtemps, que l'Union européenne, parce que ça n'est pas un acteur géopolitique, rappelez-vous la phrase de la présidente de la Commission, c'était un peu l'orientation qu'elle voulait donner à son mandat, je veux que l'Union européenne soit un acteur géopolitique. Bon, on en est encore très très loin. On a été collectivement, Union européenne, on a été ces derniers mois, et c'est depuis le 7 octobre en réalité, incapable, collectivement, au niveau de l'Union européenne, incapable de dégager une seule position commune sur ce qui se passe à Gaza. Parce qu'on a des cultures nationales, on a des positions politiques, on a des liens avec ces pays qui sont extrêmement différents. Entre l'Irlande, par exemple, l'Espagne, qui soutiennent et qui ont reconnu d'ailleurs la Palestine, et l'Allemagne, avec lequel nous sommes en désaccord important, pour ne pas dire majeur, sur ces sujets, ce sont des positions qui sont, sur ce qu'il se passe au Proche-Orient, ce sont des positions qui sont absolument irréconciliables. Donc, malheureusement, et à notre grand désarroi, et nous travaillons en permanence pour ça, notamment au Conseil européen, l'Union européenne n'est pas en capacité d'avoir une position commune. Et sans position commune, elle n'a pas de moyen d'action. Parce que l'Union européenne ne peut agir que si elle a un mandat pour agir. Et le mandat pour agir, il faut qu'il y ait l'unanimité. L'unanimité n'existe pas sur ces sujets-là. On voudrait, mais ça n'est pas possible. En revanche, tout le monde est d'accord pour dire que l'Union européenne jouera un rôle, parce que c'est un géant économique, jouera un rôle dans la reconstruction de Gaza, dans l'assistance à la Syrie et la reconstruction de la Syrie, sur le Liban, aucun problème là-dessus. Mais ce sera un rôle dans la reconstruction, ce ne sera pas un rôle politique. Les pays qui jouent un rôle, les acteurs plus exactement, qui jouent un rôle dans la résolution des conflits au Proche-Orient, la Syrie, le Liban et évidemment Israël et la Palestine, c'est pas l'Union européenne, ce sont des pays indépendamment de leur attachement à une organisation internationale. C'est l'Angleterre, c'est la France, c'est parce qu'ils ont des liens justement avec cette région. Ce sont évidemment le seul acteur
ne faut pas se voiler la face, là encore. Le seul acteur qui a une réelle capacité d'action, qui l'a montré d'ailleurs avec le cessez-le-feu à Gaza, et aussi au Liban, ce sont les États-Unis. Donc tout notre travail est de faire en sorte qu'avec les États-Unis, nous puissions avoir une position commune. Dire la France va faire ça ou l'Union européenne va faire ça n'a aucun sens, parce que ça ne peut pas être le cas, vu qu'il n'y a pas d'unanimité au sein de l'Union européenne. Donc nous devons faire en sorte, avec les acteurs, avec le Conseil de sécurité, avec la Chine, avec l'Arabie saoudite, avec les acteurs régionaux, nous devons faire en sorte que des solutions politiques émergent. C'est ce qui s'est passé avec le Liban, c'est comme ça qu'un cessez-le-feu a été obtenu. L'Union européenne n'est même pas autour de la table, c'est même pas un sujet. Ce qui s'est passé à Gaza, évidemment, c'est exactement la même chose. Ce sont les États-Unis qui ont donné un coup de pouce pour que les négociations aboutissent. Donc on adorerait que l'Union européenne, c'est vraiment, je pense, le rêve de notre président et d'autres, et de la présidente de la Commission et d'un certain nombre de personnes qui partagent cette ambition, on adorerait que l'Union européenne soit un acteur politique, géopolitique majeur. Mais force est de constater que malheureusement, elle ne l'est pas. Quant à s'exonérer de responsabilité, bon, c'est un autre sujet. C'est-à-dire qu'on adorerait que l'Union européenne, justement, précisément en raison de sa responsabilité et en raison de son passé, eh bien, puisse être un acteur positif dans la région. Mais parce que nous sommes tellement divisés, mais je ne parle même pas de... Vraiment, la division entre la France et l'Allemagne sur les positions par rapport au conflit israélo-palestinien et par rapport à la situation à Gaza est absolument impressionnante. Vous avez ces deux pays qui ne sont pas d'accord et qui n'ont plus de capacité d'entraînement. Donc, des pays peuvent reconnaître l'État de Palestine. L'Espagne, l'Irlande l'ont fait. Ça n'a aucun impact sur la réalité du terrain. Ça ne produit aucun effet. Sur le plan symbolique, pour satisfaire des opinions publiques, tout ça, on comprend très bien. Mais collectivement, il n'y a aucun mouvement, malheureusement. Mais il faut travailler, il faut continuer à travailler dans ce sens. C'est tous les efforts d'Ursula von der Leyen, du Conseil européen, de l'autonomie stratégique, etc., etc. Et peut-être que Trump sera un accélérateur de ça. Il produira tellement de chaos, il sera dans un tel bras de fer avec l'Union européenne qu'on arrivera peut-être à un consensus où tous les États se diront putain, il faut absolument qu'on fasse quelque chose et qu'on arrive à qu'on soit autonome sur le plan stratégique. Honnêtement, c'est pas près d'arriver, mais c'est la direction en tout cas qui nous est fixée. Bonsoir. Bonsoir. Donc, merci premièrement pour votre intervention. Moi, ma question, j'aimerais revenir sur ce que vous avez pu dire concernant notamment les normalisations de cette tendance de la part de la majorité des pays arabes à normaliser leurs relations avec Israël. Est-ce que ici, cette tendance, quand on voit que la majorité des pays arabes ont cette volonté de vouloir normaliser leurs relations avec Israël, comme on a pu l'observer avec les accords d'Abraham récemment, ou encore comme vous l'avez dit, l'Arabie saoudite qui à la veille du 7 octobre se présente comme voulant normaliser ses relations, ou qui encore souhaite à l'avenir pouvoir être un partenaire de projets que tient Israël, notamment par exemple le projet de reconstruction de Gaza en 2035, ou encore la volonté de vouloir créer un deuxième projet d'excavation du désert pour construire l'ancien projet de canal Ben Gourion. Et quand on observe des pays comme l'Algérie ou encore le Yémen qui ne souhaitent pas adopter cette tendance au détriment d'opportunités sur la scène internationale ou encore d'opportunités économiques, est-ce qu'ici on ne peut pas considérer que ça relève d'une certaine bifurcation dans le spectre de valeurs et de principes que pouvaient avoir les pays arabes auparavant? Ici par exemple je fais référence au roi Faisal qui au moment du choc pétrolier en 1973, bien que menacé par les États-Unis de se faire bombarder ses réserves de pétrole ainsi que les installations pétrolières, répond sèchement qu'au final en réalité ce sont les Américains qui eux ne peuvent vivre que du pétrole et que contrairement à eux, leurs ancêtres vivaient dans le désert de dattes et de lait et que ces derniers se sentent en mesure de pouvoir retourner à cette époque-là au détriment de ces opportunités économiques qu'ils avaient par le pétrole. Vraiment, je souscris à ce que vous dites. Après, vous portez vous avez une opinion qui est parfaitement légitime sur est-ce que ces pays abandonnent finalement leur conviction originelle en normalisant. C'est vraiment
c'est une opinion qui vous appartient. Ce que moi je peux vous dire en revanche, c'est que, et l'Arabie Saoudite en est la parfaite illustration aujourd'hui, mais pas que, les Émirats, peut-être encore plus d'ailleurs, c'est que ce qui guide la politique extérieure de ces États, aujourd'hui bien plus, mais 1000 fois plus, nous sommes là pour le coup dans un monde, et Trump vraiment va amplifier et accélérer encore cette évolution. Nous sommes une période, et en particulier pour ces pays-là, parce qu'ils sont, qui ne regardent que les intérêts. La seule boussole de l'Arabie Saoudite aujourd'hui, gardienne des lieux saints de l'islam, c'est quel est son intérêt compte tenu de ce que MBS veut faire. Son plan Vision 2030, ce qu'il veut faire de l'Arabie Saoudite, où il veut l'emmener, quelle trajectoire économique il veut. Bon, c'est sa boussole. C'est d'ailleurs ce qu'il expliquait dans une interview vraiment que je vous invite à voir, qui était sur je ne sais plus quelle chaîne, je ne sais pas si c'est CNN, une chaîne américaine, où il expliquait en long, en large et en travers la Vision 2030, et où il disait, en gros, il était sur le point de le dire, que dans ce contexte-là et compte tenu de ses objectifs, il fallait absolument normaliser avec Israël. Parce que technologie, parce que dessalement, parce que transition énergétique, parce que intelligence artificielle, que sais-je encore, bon, avant le 7 octobre. Donc l'intérêt de ces pays-là, sans doute, et c'est à eux d'être juges de leur intérêt national, c'est de normaliser. Il est évident que ceux qui ne normalisent pas, c'est un peu ce que vous disiez aujourd'hui, le Yémen, l'Algérie, la Tunisie sans doute, le Liban, bon évidemment, se mettent, alors pas du tout au banc de la... pas du tout, mais... et je ne vais pas dire qu'ils se privent d'opportunités, pas du tout, mais il est clair que ça n'est plus le barycentre du consensus au sein de la Ligue arabe. Et c'est sans doute pas complètement conforme à leurs intérêts, estime-t-on. Après, eux pensent, l'Algérie pense, et c'est tout à son honneur, enfin, je ne sais pas comment on peut formuler ça, elle formule elle-même son intérêt national, que son objectif est de tout faire pour que la normalisation soit freinée, et elle ne normalisera jamais ses relations. Bon, c'est sa vision, considère-t-elle son intérêt stratégique. Le Maroc considère l'inverse. Considère que sur plein de sujets, ils ont besoin d'Israël, qu'il faut normaliser, que c'est la nouvelle donne, etc., etc. Il est certain que Trump va accélérer ce processus. Ça, c'est tout à fait certain. Je pense qu'au Moyen-Orient, il a un seul objectif, c'est vraiment, il n'en a pas 50, il ne va pas s'emmerder avec 50 000 le grand Moyen-Orient et tout un tas de trucs vaseux. Il a un seul objectif, c'est continuer ce qu'il a commencé, qui a plutôt pas mal marché, c'est la politique de normalisation. Prochain sur la liste, Arabie Saoudite. Est-ce que c'est dans l'intérêt aujourd'hui national de l'Arabie Saoudite? MBS le dira, s'il considère qu'il faut normaliser, qu'est-ce qu'il obtient en échange. Vraiment la boussole stratégique aujourd'hui, pour ces États-là en particulier, c'est l'intérêt national. On n'est plus du tout au temps du tiers-monde, du temps des idéologies, de l'Est contre l'Ouest, de « ah oui, non mais je suis avec l'Union soviétique, donc aujourd'hui la Russie, ça veut dire que je ne peux pas discuter avec l'Inde, par exemple, ou avec d'autres ». Pas du tout. Quel est mon intérêt et avec qui j'ai intérêt à discuter et à faire des deals. C'est aussi simple que ça. On a juste 2 dernières questions avant de clôturer la conférence, donc je vais laisser la parole à Elia. Bonsoir, donc j'avais une question. Pensez-vous que l'affaiblissement du Hezbollah et l'élection du Premier ministre Nawaf Salam, qui considère que la présence continue d'Israël dans les territoires palestiniens est illégale, pourrait entraîner un changement dans les relations entre le Liban et Israël? Honnêtement, je ne sais pas. Alors pour le coup, le front, ce qu'on appelle le front du refus, ou bon, la résistance, disons, au sein de l'opinion publique, mais aussi du système politique libanais à toute forme de normalisation avec Israël, est quand même très considérable. Le Liban est marqué par la guerre avec Israël, 2006, aujourd'hui. C'est pas tellement une question de Hezbollah, je pense que c'est quelque chose qui est très 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 partagé pour connaître, pour discuter avec énormément de mouvances libanaises. Honnêtement, vous soyez maronite, que vous soyez chiite ou sunnite aujourd'hui, vous soyez dans la diaspora ou au Liban, vraiment, pardon de le dire vulgairement, mais vous en avez vraiment gros sur la patate, et Israël qui bombarde Beyrouth, et encore récemment, jusqu'au centre de Beyrouth, est perçu comme
un facteur d'hostilité. Donc et c'est très 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 partagé entre les factions, au sein du système politique, entre les communautés, y compris d'ailleurs au sein de la minorité de la communauté maronite. Donc vraiment, je pense même c'est encore plus fort d'ailleurs que dans d'autres pays, peut-être l'Algérie. Je sais pas, l'Algérie. Honnêtement, c'est quand même très fort aussi. Mais le sentiment anti-israélien est considérable. Donc je pense que dans ces pays-là, où il y a une participation des communautés au jeu politique, je ne suis pas certain qu'on aille vers une normalisation à court terme. Ça, je pense que le Liban continuera d'être, à mon avis, pour longtemps le front du refus. Et même le Hezbollah affaibli n'affaiblira pas le sentiment anti-israélien profond et aujourd'hui considérable qu'il y a au Liban. Donc, dernière question, je pense. Bonsoir, tout d'abord, et merci encore énormément pour votre intervention et toutes vos réponses aux questions. Ma dernière question, c'est à propos de la Syrie. Donc, beaucoup de médias en ce moment font référence à l'hypocrisie européenne qui se joue en ce moment, parce qu'on a vu pendant les années Assad que, notamment plus récemment, les pays européens comme l'Allemagne, l'Italie et la France ont eu un rapprochement diplomatique avec le régime Assad. Et maintenant qu'il y a un nouveau régime en Syrie et que Assad n'est plus au pouvoir et que cette hégémonie et dictature est enfin finie, les dirigeants européens se posent la question de est-ce qu'on peut faire confiance à ce nouveau pouvoir qui est en place en Syrie, et il se pose la question notamment de est-ce que ça va être pire que Assad. Mais est-ce que vous pensez que les médias ont raison d'appeler ça une hypocrisie de la part des pays européens, vu qu'ils se disent que oui, ça va être pire que Assad, mais eux, ils étaient en train de sympathiser de plus en plus avec ce régime que maintenant ils appellent une dictature? Je vais vous dire quelque chose, franchement, mais en politique étrangère... hypocrisie, tout le monde est hypocrite sur la scène internationale. C'est un jugement de valeur, mais qui n'a pas lieu d'être en diplomatie. On fait du mieux qu'on peut. On fait du mieux qu'on peut en composant avec nos intérêts nationaux, nos intérêts stratégiques, avec nos valeurs, avec nos principes, avec ce qui guide quand même un peu encore nos démocraties tant bien que mal, et on arrive à une position. Ces positions sont toujours fragiles, sont toujours déséquilibrés. C'est pour ça que même parler de double standard, et à juste titre d'ailleurs, en fait on fait tous du double. L'Arabie Saoudite fait du quadruple standard. Nous faisons du double standard, oui nous le faisons, parce que nous n'avons pas les mêmes intérêts s'agissant de l'Ukraine et s'agissant d'Israël, de la Palestine, de la Syrie ou de l'Irak. Donc bien sûr que nous sommes hypocrites, et tout le monde est hypocrite sur le terrain diplomatique. Mais nous faisons en fonction des informations dont nous disposons et au mieux de nos intérêts nationaux. Parfois ça marche et parfois on se plante. Et vous avez raison sur la Syrie, à la veille de la chute de encore une fois personne n'avait vu venir, ou très peu, tout le monde était au sein de la Ligue arabe à fond. D'ailleurs au sein de la Ligue arabe c'était le cas, puisque c'était déjà, la Syrie était à nouveau invitée. Tout le monde commençait à se précipiter, voir Bachar el-Assad à Damas. Et même, certains pays d'Europe, pas la France pour le coup, parce qu'on a toujours eu, honnêtement sur ce sujet, ça va, on a toujours une position, comme je vous le disais, vraiment très constante. Beaucoup de pays se disaient, ah mais alors vraiment, mais il ne va jamais tomber, le régime ne va jamais tomber, il est en train de se fortifier, le djihadisme est vaincu, bon, les Russes sont là, ils partiront jamais, de toute façon, ils viendront toujours à la rescousse du régime, donc, normalisons, ou en tout cas rétablissons des relations diplomatiques avec la Syrie. C'était la réflexion qui était en cours. Vous aviez dans toutes les chancelleries des notes qui circulaient. Est-ce qu'il faut qu'on rétablisse? De quelle manière? Est-ce qu'on envoie? Est-ce qu'on ouvre notre ambassade ou est-ce qu'on envoie un chargé d'affaires? Etc. C'était la réflexion qui était en cours. Mais pas que pour nous, pour absolument tout le monde, y compris dans la région. Y compris dans la région, c'est-à-dire dans le monde arabe. Et boum, la donne change brutalement. Que fait-on? Alors, heureusement, je vous dis, bon, sur ce sujet-là, on n'a pas à rougir parce que notre position était constante. Mais enfin, elle aurait très bien pu ne pas l'être.
Vraiment, le président aurait pu décider, parce que c'est conforme à... C'était jugé comme conforme à nos intérêts nationaux, ou à nos intérêts européens d'ailleurs, il aurait très bien pu décider après tout de dire, bon bah écoutez, ce régime ne tombera jamais, nous avons énormément de choses à faire avec la Syrie, plan sécuritaire, lutte contre le terrorisme, etc., que sais-je encore, nos intérêts nationaux nous conduisent à approcher le régime, engager un dialogue qui va peut-être conduire un jour au rétablissement des relations diplomatiques. Il aurait pu prendre cette décision. Il ne l'a pas prise, à juste titre d'ailleurs, heureusement. D'autres pays arabes l'ont prise. Mais tout ça est très 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 fragile. Donc après, c'est vraiment le jugement de la presse qui sont parfaitement légitimes. C'est hypocrite, c'est du double standard, nanana, etc. C'est ok, mais en fait, ça n'a pas lieu d'être dans le jeu diplomatique et dans un jeu diplomatique qui est de plus en plus, qui est hyper réaliste, qui est hyper brutal, où il faut être extrêmement agile, où les retournements d'alliances sont légion. Parler de l'Arabie Saoudite et d'Israël sont parfois contre-intuitifs et même, pourrait-on dire, contre nature en quelque sorte. Nous sommes dans ce monde d'instabilité qui va extrêmement vite, où les intérêts prévalent sur toute autre forme de considération. Et sinon, il y en a bien, jusque-là c'était Poutine, mais s'il y en a bien un qui incarne ça encore plus que les autres, c'est Trump. Donc toute cette dynamique à l'œuvre va évidemment s'amplifier. Et nous autres Européens, petits Européens, avec des moyens qui sont plus modestes, avec une force de frappe politique qui est pratiquement inexistante, heureusement sur le plan économique un peu plus, et comment doit-on se considérer dans ce monde ? Si nous nous retranchons derrière nos seules valeurs et nos seuls principes, qui d'ailleurs sont à géométrie variable en fonction de notre opinion publique, au passage, nous ne gagnerons pas grand-chose dans le monde. En tout cas, ce sera au détriment de nos intérêts. Et la situation en Syrie et les relations que nous pouvons avoir avec la Syrie est un très bon exemple. Aujourd'hui, si on dit « Ah mais c'est des djihadistes, c'est épouvantable, mon Dieu », c'est ce qu'on peut dire, certains le disent d'ailleurs. Qu'est-ce que la France, patrie des droits de l'homme évidemment, va aller faire à fureter avec des djihadistes, le Front Al-Nosra, etc. Ces gens sont affreux. Et donc, position de principe, nous ne voulons pas. Bravo, ça n'a aucun sens sur le plan diplomatique. Bon, il y a quelqu'un que je vous invite à regarder, bon, en plus il est libéré de son devoir de réserve, il est donc très intéressant, c'est Gérard Haro, qui est un ancien ambassadeur très très grand ambassadeur, qui a été ambassadeur à Washington, qui a été ambassadeur en Israël, qui publie des livres aujourd'hui, qui a notamment sur Twitter ou X, qui réagit de façon très rapide à l'actualité internationale, et qui passe son temps à expliquer ça et à répondre aux gens qui disent « Ah, c'est de l'hypocrisie, c'est du double standard ». Je dis « Ok, si vous voulez, mais so what ?» Et tout ce qui se passe dans le monde, et en Méditerranée comme ailleurs, doit être lu à l'aune de nos intérêts nationaux et de nos intérêts maintenant européens, évidemment, avec l'articulation qui doit être faite entre les deux, et si possible, conforme évidemment à nos valeurs. Ça, c'est toujours mieux. Mais ça, honnêtement, on n'y arrive pas en permanence, malheureusement. On n'y arrive pas en permanence. On a parlé de plein de pays avec lesquels nous devons avoir des relations très fortes, que nous ne pouvons pas abandonner ou laisser partir ou laisser à d'autres, sur le plan des relations diplomatiques. Bon, ce qui se passe chez eux, ça ne nous plaît pas forcément. Évidemment, ça n'est pas conforme à ce que nous on fait ou à ce que nous on aurait fait. Bon, d'abord, il y a un principe quand même qui est le principe de non-ingérence, et de respecter ce qui se passe chez eux sans avoir de jugement péremptoire. Et puis, notre intérêt doit l'emporter. Et vraiment, à l'heure où va le monde aujourd'hui, enfin au rythme où va le monde aujourd'hui, les intérêts nationaux sont devenus les grandes parties des boussoles, pas les seules hein, évidemment, et des boussoles majeures de notre politique étrangère. Merci beaucoup. On vous remercie d'être venu aujourd'hui. Merci beaucoup. Sciences Po.